Euh, On va revenir sur combien on est payé pour 1000 vues, mais du coup, ouais. avant, Seb, toi, comment tu as débuté? Aïe, aïe, Tu aïe. n'as pas parlé de toi. Vous avez 3 heures? Il a fait plein de choses. C'est vrai Ouais, que il a pas 30 ans, mais il a une vie ouais. sur Internet de ouf déjà. Euh, euh, En fait, donc, quand j'ai eu 18 ans, donc je rentrais, donc c'est l'âge où tu finis ton bac à peu près, où je voulais rentrer en études supérieures et je voulais aller en école de commerce. J'étais con à l'époque parce que je pensais qu'il n'y avait que l'école de commerce qui me permettait d'arriver un jour. J'avais mon métier passion à l'époque, enfin, j'avais pas un métier passion, c'était plus une thématique qui était celle du marketing. Je voulais bosser dans le marketing, je voulais être chef de produit chez Danone qui faisait les pubs pour vendre des Yoplait. Euh, donc, et je pensais qu'il y avait juste l'école de commerce qui faisait ça. Et l'école de commerce à l'époque, ça coûtait 8000 balles par an. Donc, je vais voir mes parents. Alors, mes parents, enfin, c'est la famille moyenne française, c'est-à-dire qu'ils sont pas riches, mais ils sont pas, on n'est pas pauvres non plus, quoi. On était en mode normal. Et donc, ils peuvent pas, enfin, 8000 € par an, c'est pas facile à gérer. Donc, ils m'ont dit, écoute, nous, on peut t'aider si tu as besoin de, je sais pas moi, la moitié ou quoi, ok. Mais l'autre moitié, on pourra pas, ça va être trop difficile. Donc, je vais aller voir les banques pour prendre un prêt et pour un prêt étudiant. Et trois banques ont refusé le prêt euh, pour des raisons X et Y. Euh, donc, j'étais un peu dans une impasse où je voulais à tout prix, moi, aller en école de commerce. Mes parents ne pouvaient pas tout payer, les banques ne pouvaient pas refuser. Du coup, il fallait que je bosse. En fait, il fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent et me payer ma propre scolarité. Mais je ne voulais pas aller à McDo et KFC parce que ça m'intéressait pas de faire. Enfin, ça m'intéressait pas. Et du coup, je me suis dit pourquoi je fais pas un truc. J'essaye de voir un truc s'il y a un truc sur Internet à faire. Et, euh, et, euh, et à l'époque, il y avait l'iPhone il venait pas de sortir, mais il était encore assez récent en France. On est en 2009-2010. Du coup, l'iPhone sort en 2007, donc c'est encore. Enfin, en 2009, il y a encore des gens qui avaient des Nokia, tu vois. C'était pas totalement full smartphone. Donc, du coup, l'iPhone et ça impliquait était toujours en train de faire sa révolution. Et, euh, et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une idée de génie. Je me dis, tout le monde commence à avoir un iPhone qui pour l'instant, les iPhones se ressemblent tous. Tu vois, avant, on avait beaucoup de téléphones, on avait des Nokia, des Sony Ericsson, des Alcatel, etc. Tu avais une variété. Et du coup, chacun avait un peu des téléphones différents, tu vois. Mais sauf que l'iPhone arrive, c'est le même téléphone et tout le monde a le même téléphone. Et là, je me dis, il va peut-être y avoir un problème de différenciation. Tu vois, les gens vont peut-être vouloir se différencier. Et l'idée de génie que j'ai eue, c'était que pourquoi je vendrais pas des coques pour iPhone, des coques personnalisées, les coques de protection. Il y avait encore, donc comme l'iPhone vient d'arriver, c'était encore quelque chose de très très récent. Et il n'y avait pas beaucoup de choses sur Internet, en France en tout cas, qui proposaient des ventes d'accessoires personnalisables comme ça. Et du coup, je vais sur un site chinois qui s'appelle TradeTech à l'époque et qui vend plein d'accessoires pour iPhone et pour autres téléphones. Et là, je vois une petite section sur TradeTech qui s'appelle Dropshipping. Donc moi, je clique dessus parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. Enfin, il y a un Ouais. cheminement de trucs qui poussent à l'action. À un moment, tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et ça arrive à la truc. Tu vois, c'est vraiment la destinée. Quand elle veut qu'il se passe un truc, il va se passer un truc. Donc je clique dessus et là, enfin, il y a une explosion dans mon esprit parce qu'ils décrivent un concept que tu n'as même pas besoin d'acheter du stock. Enfin, on livre directement international chez ton client. Le dropshipping, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au lieu d'acheter une quantité de stock que tu stockes dans un entrepôt ou chez toi et quand tu as une commande, c'est toi qui l'expédies. Le dropshipping, c'est tu reçois une commande, tu vas chez le fournisseur, tu achètes chez le fournisseur à la commande et tu dis au fournisseur expédie ce produit directement chez le client. Sauf que le fournisseur, comme c'est du dropshipping, il ne fait pas de la pub pour lui-même. Il ne dit pas que c'est TradeTech ou quoi. Et du coup, chez le client, il voit un colis qui arrive avec sa coque, etc. Et ça vient de toi, quoi. Et donc, ils expliquent tout ce concept, c'est tout nouveau, etc. Moi, je dis OK.
Faisons ça. Du coup, je vais sur un créateur de site en français qui s'appelle Huifeo, qui est un site qui existe toujours, mais c'est l'ancêtre de Shopify en France, mais qui malheureusement n'arrive pas à tenir le niveau, mais à l'époque, c'était très bien. Donc, je lance un site qui s'appelle coquiphone.net. Je commence à mettre je copie-colle tous les produits qu'il y a sur TradeTech et je les mets sur CoquIPhone. Mais genre, j'ai de l'exclusivité parce que les Chinois, ils sont très rapides. Du coup, j'ai des Hello Kitty, j'ai des Pokémon, j'ai plein de trucs qu'en France, les gens, ils ont jamais vu. Tu vois. Donc, je mets tout ça en ligne. Je me crée un PayPal. À l'époque, c'était facile d'avoir. C'était pas comme maintenant, il fallait des boîtes, etc. C'était facile de gérer ces histoires de paiement. Et voilà, je crée le site, je finis le site, je dessine un logo à la va-vite sur Photoshop, je publie et voilà, j'attends. Et il se passe rien, jusqu'à ce qu'un moment, Google à l'époque, parce que Google était beaucoup plus facile, il y avait moins que maintenant, et il n'y avait pas de concurrence, parce que comme on est encore à l'arrivée de l'iPhone, Google, il n'y avait pas de concurrence sur Google. Et du coup, très vite, avec le nombre de produits que j'avais, quand tu tapes Coq, iPhone et Hello Kitty sur Google France, le premier lien, c'était moi, tu vois. Ouais. Du jour au lendemain, Google commence à me placer et je passe de 1 à 2 commandes par jour à 20, 30, 50 commandes par jour de Coq. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à chaque commande, je vais sur TradeTech, je commande le truc avec l'adresse du client. Bim, je paye chez TradeTech et j'avais une marge, enfin, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je vendais mes coques 8, 9 euros et je les achetais à 3, 4 euros, livraison incluse. Donc voilà, j'avais une marge qui tournait autour des 40%, parfois 50%, ça dépend des coques. Et ça marche, ça marche. Et j'arrive à faire plusieurs milliers d'euros juste comme ça à 18 ans. Et du coup, je peux payer mon école de commerce en mode… C'est cool. Mais je rentre en école de commerce et je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce que je me rends compte qu'en fait, que je suis le seul qui en arrivé là, en fait. Et j'avais cette image d'école de commerce de businessman, genre des gens qui rentraient, enfin, ils avaient des trucs de fou. Mais non, en fait, c'était malheureusement, la plupart, c'était des fils à papa. Et j'étais en fait le seul qui était dans cette optique de mais il faut, enfin, faisons quelque chose, il faut faire quelque chose. Et les autres étaient plus en mode, bah écoute, l'entreprise de marron glacé de mon père, moi je suis en école de commerce pour ensuite la reprendre, tu vois. Ils étaient tous dans cette mentalité et moi j'étais pas du tout comme ça. Et donc je commence comme ça, mais à ce moment-là, je suis toujours pas convaincu que ça veut devenir mon métier. Pour moi, c'était juste un tremplin pour accéder à l'école de commerce parce que je voulais toujours être chef de projet chez Danone, chef de produit chez Danone. Pour Yoplait. Ouais, pour vendre des Yoplait. Et en école de commerce, tu es obligé de faire un stage à chaque année. Donc, première année, je fais un stage à la Fnac, au rayon à Nice, au rayon appareil photo. C'était un stage je signe 2 mois et je fais 1 mois. Parce que j'ai énormément de mal avec le manager qu'il y a à la Fnac, qui me traite super mal, qui a un comportement très haussier par rapport à, enfin, qui est très hautain par rapport à moi, pardon. Et au bout de 1 mois, donc je signe 2 mois, au bout de 1 mois, je me fais virer de la Fnac parce que je suis têtu, parce que je tiens tête, parce que c'est pas parce que tu es manager à la Fnac que tu viens et tu me traites comme une merde et que tu me donnes des ordres sans que de manière complètement impolie. Donc je signe 2 mois, je fais 1 mois. Et à la sortie de cette expérience, je me dis, pour moi, c'est juste un stage, hein, mais à ce moment-là, je me suis dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Être salarié, pour moi, ça va pas le faire. Parce que là, j'ai 18 ans, 19 ans, je fais un stage vendeur à la Fnac, c'est un métier terrible, tu vois, mais il n'y a pas cette responsabilité énorme que tu peux avoir si tu es un peu plus élevé, tu vois. Je me dis, si ça et ça se passe mal, moi, non, j'ai un problème avec l'autorité et ça va mal se passer. Et là, je prends la décision, donc après 1 année et après le stage, où je prends la décision que, en fait, non, je peux pas être un salarié, il faut que j'ai mon propre truc.
Et là, je fais un shift complet où, OK, le shift complet de l'entrepreneur, en fait, où j'avais déjà de l'expérience dessus parce que j'avais déjà créé un truc, mais où que je n'avais pas encore pris conscience que je voulais l'être. Et là, je prends le shift complet où ça y est, tout ce que je veux faire maintenant, il faut que je sois un entrepreneur. Et donc, je finis mon école de commerce, mais tout au long de mon école de commerce, c'est juste après Coq iPhone que je commence à délaisser parce que je commence à prendre un peu la grosse tête et qu'il faut autre chose que vendre des coques pour iPhone. Et parce que Google, la concurrence est arrivée. Enfin, ça, c'est l'excuse que je me donne, mais la concurrence est arrivée et Google a commencé à changer son algorithme. En plus de ça, ça commençait un peu à me saouler à faire des commandes, etc. Et du coup, voilà, un mix de raisons qui font que Coq iPhone, bon, c'était un peu. Tu traitais une commande une par une, du coup. Une par une. À Ah, chaque fois qu'il y ouais. avait une commande, j'allais sur TradeTech, je mettais les clients, je payais, etc. Donc, j'envoyais des informations aux c'était clients. combien tu te faisais combien par mois à ton apogée, on va dire? Enfin, comme tu veux, tu n'es pas obligé, c'est indiscret. Non. En tout, le projet a duré 2 ans à peu près. J'ai dû me faire 70K en tout. De bénéf? De tout. Non, de chiffre d'affaires ou de bénéfices? De chiffre d'affaires. De chiffre C'est-à-dire d'affaires. que tu peux diviser en deux pour les bénéfices. Tu vois. Ok, ouais. Donc, en tout cas, l'école de commerce, je la payais, je la payais 100% sans que ça me pose un souci. Tu vois. En 2012, donc ça, c'était à peu près en 2009-2010. En 2012, je traînais toujours sur Internet et il y avait, vous connaissez Google AdSense, qui sont les pubs Google que vous affichez sur votre pub qui sont liées à Google AdWords. Il y a un pote qui me parle d'un concept qui s'appelle Adzilla. Et en fait, c'est un concept illégal où les propriétaires de sites pouvaient mettre leur site sur ce site-là. Et c'était un groupe en fait d'échange de clics sur les pubs AdSense. Ou en gros, parce que les pubs AdSense, tu es payé au clic. Quand les gens payent sur la pub AdSense que tu affiches sur ton site, tu es payé au clic. Et du coup, c'était des groupes en fait d'échange où donc tu mettais ton truc, tu cliquais sur la pub de l'autre et l'autre, en échange, il cliquait sur ta pub. Ça faisait gagner à chacun 5 centimes, etc. Sauf que c'est illégal par rapport aux règles de YouTube, de Google, parce que tu n'as pas le droit d'inciter au clic en fait sur tes pubs parce que tu fais payer à l'annonceur alors qu'il n'y a pas d'intérêt derrière, tu vois. Et donc, j'avais cette idée en tête. Et là, qu'est-ce qui est super à la mode en 2012? C'est les pages Facebook. Donc, Facebook qui aussi également, en fait… Alors, Facebook existe depuis 2004, mais en France, on n'en a pas entendu parler avant aussi 2009-2010. Tu vois, Facebook en 2004, ça n'existait pas en France. Donc, et là, qu'est-ce qui était super à la mode? C'était les pages Facebook. Et là, je me dis, et les pages Facebook, c'était un peu comme les comptes Instagram maintenant, tu vois, c'était le nombre de likes sur la page Facebook qui importait, tu vois, tu pesais quand ta page, elle faisait 10 000 likes, etc. Et là, je me dis, je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'ai une idée, un éclair de génie qui m'arrive, et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas le concept de Adzilla pour les pages Facebook, où je crée une sorte de plateforme où, en gros, je like ta page et en attendant, et en retour, tu likes ma page. Sauf que ça, c'est pas illégal puisqu'il n'y a pas d'argent, c'est juste je like en échange d'un like. Enfin, même maintenant sur YouTube, tu vois des commentaires à la con en mode sub for sub, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Donc, je trouve un développeur qui est toujours un ami jusqu'à maintenant et qui est un excellent développeur. C'est vraiment qui fait des merveilles. On s'associe avec sur le projet, ça s'appelle LikeUp. Donc, LikeUp on le lance en France, aux États-Unis, en anglais plutôt. Plateforme automatique d'échange de likes, genre tu mets ta page Facebook, l'autre met sa page Facebook et tu arrives dans une visionneuse qui tourne, genre tu likes et en retour, tu as un compteur qui te dit combien de likes toi aussi les gens te doivent, tu vois. Et genre, on fait ça gratuitement, mais genre, tu es limité à 15 likes par jour. Genre, quand tu arrives à 15 likes, ça se bloque et genre, on te dit reviens dans 24 heures, tu vois. Sauf qu'on a mis des packs payants où en gros, si tu veux plus de likes, tu peux payer. Et on commençait à vendre genre les 1000 likes à 100 euros, par exemple, 1 million de likes à genre 1000 euros, etc. Et on fait un programme de parrainage. Et là, il y a un très beau secret ici, c'est que le parrainage, ça explose tout. En gros, si tu parraines tes amis, tu gagnes, je ne sais pas c'était quoi, mais genre pour chaque like gagné par celui que tu parraines, tu en gagnes un aussi. Et donc, ça a fait un système de Ponzi, en fait, où les gens, ils parrainaient d'autres personnes qui arrivaient à générer beaucoup de likes. Et du coup, ça leur faisait à l'échelle en dessous
des likes, ça leur générait aussi des likes, tu vois. Donc, le système de parrainage explose. Genre, ça devient un truc, mais énorme, énorme, énorme. En tout, on génère 12 millions de likes. On a la page officielle de M6 qui est sur LikeUp. Ah ouais, Maintenant, il n'y a plus de tout le monde sens. s'y met, quoi. Mais Ouais. genre, ouais, voilà, tout le monde s'y met. Juste, ça fait énormément d'argent. Genre, on tourne autour des 700 à 1000 euros par jour. Et tu sais, comme c'est du SaaS, t'as presque aucun coût en fait. T'as pas de coût variable, tu as des coûts fixes qui sont ton serveur, qui est solide parce qu'il faut gérer ça. Et voilà, tu vois, à part ça, c'est juste du bénéf. On n'a pas un produit, on n'a pas des coûts. Euh, et voilà, donc ça fait cette somme-là, ça devient tellement grand. Et un jour, on a un email des avocats de Facebook qui tombe. Et en gros, c'est bien joué les loulous jusqu'à maintenant, mais la fête se termine aujourd'hui parce que ce que vous faites, ça concurrence le système publicitaire de Facebook. Donc Ah t'imagines, tu as ouais, Facebook qui arrive et il te dit, bon, ton truc, il fait un peu de c'est la mignon. concurrence, c'est mignon, mais voilà. Tu Et fais de l'ombre à Zuckerberg. exactement. Et c'est, si vous arrêtez pas maintenant, bah, you will understand what Facebook is. Ça, c'est ce qui est écrit. Ouh. C'est ce qui est écrit dans le mail, tu vois. On fait un vote sur qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que moi, perso, mon expérience de la Fnac, je déteste l'autorité, je déteste cette façon de parler, tu vois. J'aime pas. Et quand moi, quelqu'un se comporte comme ça avec moi, je suis un petit chenapan et j'aime bien en fait insister encore plus, tu vois. Parle-moi égal à égal et là on peut discuter. Mais si tu viens et tu me traites comme une merde, moi j'aime bien continuer, tu vois. C'est ma Ouais. personnalité. Et donc moi je voulais à tout prix, genre j'en ai rien à faire de Facebook, je veux les éclater, tu vois, genre le petit révolutionnaire de 20 ans, tu vois. Je veux continuer, tu vois, je veux tout ça, qui me suivent. J'étais genre prêt, je me cache au Guatemala, je m'en fous complètement, ils ne vont pas me retrouver, mais on met sur un VPN, on se met sur des trucs à la con, tu vois. Et alors, mon associé, le développeur, qui est un peu plus mon âge, mais il est un peu plus. Après, c'est des personnalités, tu vois, il est un peu plus en mode peut-être calme et en mode bon, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Il m'a dit non, Seb, attends, ça devient complètement fou. On arrête, tu vois, on s'est fait assez d'argent, on arrête. Et donc voilà. Et ça s'est terminé. L'expérience LikeUp s'est terminée comme ça, tu vois. C'est une belle aventure quand même. Hein. Ouais, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Mais donc voilà, c'est une succession de choses vraiment orientées startup, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai aucune audience. Et en fait, je me dis, c'est super dommage que dès le début, je ne m'étais pas fait. Bon, ça n'existait pas forcément, mais tu vois, mais un petit compte Instagram qui suivait tout ça, tu vois, genre aujourd'hui, je me dis, mais aujourd'hui, j'aurais des millions d'abonnés parce que, il y a une succession de business que tu peux suivre dans ma vie, etc. Et ouais. Mais c'est dommage. 2015, donc 2012, LikeUp dure 1 an et demi, 2 ans à peu près, et ça s'arrête complètement. Et d'ailleurs, Facebook ont officiellement banni nos comptes publics. On a trouvé des moyens de contourner ça, mais nous, on est genre Banni. officiellement, on est banni à vie Bien joué. de Facebook. Ouais. Donc t'imagines à quel point Incroyable. ils ont la rancœur. Incroyable. Ouais. Et genre même juste, là plus, mais même après avoir terminé le projet, genre 2 ans après, 3 ans après, on continuait à recevoir des mails des avocats parce qu'ils ne voulaient pas juste nous fermer, ils voulaient accéder à toutes les données qu'on avait, tu vois. Ils voulaient chiffrer ce qu'on avait fait pour en gros nous coller une amende, tu vois. Mais Ouais. on a complètement ignoré, on a vraiment fait les morts après, tu vois. On a vraiment disparu, on a vraiment fait les morts, mais là, ça s'est calmé. Je pense que tu as bien fait de suivre les conseils de ton ami. Hein. Ouais. Ça aurait pu. T'imagines, Ouais, je là, sais pas. si on avait continué, je serais au Guatemala, genre en mode. Genre là, je serais sur un VPN, mon nom, on ne connaîtrait pas mon nom, etc. Oh, t'es à Dubaï, hein, Dubaï, Guatemala, on n'est pas très loin. Pas très loin. Donne pas une image négative de Dubaï. Non, Oh, il n'y a pas besoin. Hein. Ouais. Donc, ça se termine en 2013.
Ça se termine, ouais, 2013 à peu près, Like Hub. D'ailleurs, là, si tu vas sur Google, tu tapes Like Hub, tu vois quelques articles de blog à l'époque qui en parlaient avec leur lien de parrainage, etc. Ah non, mais je ne veux pas me pas mêler mal. à ça, moi. J'ai un compte Facebook. Non, mais c'est, Ok. je regrette rien et au contraire, je suis super content. Pourquoi? Parce que tu vois, là, si cette histoire, ça serait terminé, si je t'avais dit, ouais, au final, après, on a arrêté, l'histoire n'aurait pas assez d'impact et elle ne serait pas intéressante à écouter et intéressante à raconter si je ne dis pas que on reçoit le mail d'avocat de Facebook et qui nous dit il faut que ça s'arrête, etc. Tu vois. Au contraire, moi, je ne regrette pas que ça se soit passé comme ça, même si ça s'est terminé peut-être un peu tôt. Mais non, c'est toujours cool. Ouais. Et en 2015, donc toujours avec l'associé, le développeur qui a fait Like Hub, je lance un site de quiz qui s'appelle HeroQuiz, toujours basé sur Facebook, et qui est, si vous vous souvenez, je ne sais pas, alors peut-être que Mathieu est un peu jeune pour ça, mais peut-être Juan et Valérie, il y a à peu près 5 ans, la mode sur Facebook, c'était les tests de personnalité que tu partageais avec tes potes. Ouais, en mode quel animal spirituel es-tu? Et tu vois, tu cliquais, ça te donnait une image en mode Valérie est un chat, tu vois, et ça te donnait une image sympa et tu pouvais la partager sur ton mur, etc. Et voilà. Donc, je sais pas si Mathieu, je pense que Mathieu, je sais pas s'il avait vu ça sur Non, Facebook. ça me dit rien. Ouais. Et du coup, il y a eu cette mode-là qui est venue d'Allemagne. Et mon associé, il a repère cache pistache. Et c'est ça qui est super bien, en fait. C'est que quand tu commences à lancer des trucs, quand tu commences à avoir de l'expérience en ligne, tu commences à avoir un détecteur à super idées, en fait. Ouais. C'est-à-dire que une même idée, un mec qui n'a aucune expérience et un mec qui a une expérience, le mec qui a de l'expérience, il sait tout de suite le potentiel qu'il y a derrière et s'il y a un potentiel. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a détecté le concept de quiz. C'est directement, on s'est dit ça va faire le feu sur Facebook et il faut qu'on soit un des premiers à le faire. C'était toujours en Allemagne. On refait la copie complète en France. On appelle ça HeroQuiz. On crée quelques quiz en mode voilà, quel animal spirituel es-tu? Est-ce que tu es un bon coup au lit? Et genre, est-ce que quelle note les piétons donnent à ton visage en te voyant dans la rue? Enfin, des concepts, mais genre complètement con, tu vois. Mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Enfin, au final, toi, tu es là pour donner aux gens ce qu'ils veulent, tu vois. Tu n'étais pas là pour. HeroQuiz, c'était pas du tout le concept pour changer et révolutionner la vie des gens. C'était vraiment surfer sur une tendance à la TikTok, tu vois, et voilà. C'est des questions, du coup, qu'on te pose? Tu réponds à un quiz? Non, c'est juste, c'est plus débile que ça, en fait. Tu lances un truc au hasard? Exactement, tu as la question. Okay. Tu cliques sur se connecter avec Facebook. C'était un truc qui fonctionnait qu'uniquement avec Facebook. Pourquoi? Parce que quand tu te connectes avec Facebook, tu sais, on te récupère ta photo et ton nom et ton âge. Tu vois? Et donc, nous, on avait besoin de ces infos pour te générer une image en mode, genre, le quiz s'appelle quelle note tes copines te donnent au lit? Tu cliques sur faire le test. Ça te connecte à Facebook, on ne te pose aucune question et ça te génère aléatoirement une image avec ta tête et genre les 14 ex de Mathieu lui donnent une note de 19 sur 20, tu vois. Et genre le 19 est aléatoire, des fois on met 1 sur 20 et des fois on met 18 sur 20 et les 14 ex, il est aussi aléatoire. Des fois ça peut être les 108, des fois ça peut être les 0 ex, c'était vraiment super drôle, tu vois. Et ça te générait cette image et tu avais et ça t'avait le bouton partager, tu vois. Et tu cliques sur partager et ça te le mettait sur ton mur. Okay. Et c'est ça qui fait un effet boule de neige parce que tes potes voient ça. Ils se disent attends, mais moi aussi, moi je suis jaloux de Mathieu avec ses 94 ex qui lui donnent 19 sur 20. Moi aussi, je veux cliquer, tu vois. Et il clique, il fait la même chose, il partage et ça fait un effet boule de neige. Et le truc explose. C'est genre, c'est quoi le business model là? Viral. Le business model, c'est 100% AdSense. Ah, donc il y a des pubs dans la page? Il y a des pubs sur la page, ouais. D'accord, ok. C'est 100% AdSense, il y a des pubs sur la page. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit se vanter du contenu de merde, se vanter d'avoir rendu célèbre un contenu de merde, GG, si ça, c'est pas réussir. Je répondrai à ce commentaire un peu plus tard, mais la personne qui écrit ça n'a pas compris le business en ligne. Donc, on fait ce truc, c'est complètement basé sur AdSense où on affiche des pubs sur le site. Et parce qu'il y a une quantité phénoménale de gens qui arrivent sur le site, on parle de 11 millions, 10 à 15 millions de visiteurs par jour.
Waouh. Ouais. Quand même, Mais ouais. Ah, que France? Non, mais le truc devient un truc international. On est traduit en Ah ouais. 40 langues. On est traduit en 40 langues. Genre, on recrute 40 personnes qui traduisent tous nos quiz qui sont Attends, mais disponibles en les Allemands, là, vietnamien. les Allemands, ils avaient fait ça avant vous, non? Ils avaient fait ça avant nous, ouais. Et Et ils n'ont on pas était réussi Il a reçu un à. mail, il a reçu Ah, un si, mail. on était. Non, non, parce que les Allemands, au final, tu peux pas protéger un concept. Tu peux protéger un fonctionnement, enfin, mais tu peux pas Ouais, protéger non, une mais idée. je veux dire, vous Mais avez plus buzzé, entre guillemets, que les Allemands, quoi, non, du coup? non, Ah, pareil. on était tout le temps les challengers. On était le Pepsi du Coca-Cola, tu vois. C'était Ah, tout le ok, temps, excellent. genre, les Allemands s'appellent Name Test et ils existent toujours. Et genre, ça a toujours été pour nous, genre, le mec qu'il fallait battre, mais qu'on n'a jamais réussi à battre. Mais on était quand même deuxième, tu vois. Au niveau mondial, on était quand même deuxième. Et donc, voilà, on faisait ces millions de personnes par jour. Et sur AdSense, ça rapporte énormément, tu vois. Enfin, quand tu as. 1000 vues, c'est combien AdSense? C'est pas aux 1000 vues, c'est au clic. Les 1000 Ah, c'est clics va te rapporter, je sais pas, ça dépend, mais genre 4 euros à peu près. Et combien taux de Alors, conversion, c'est quoi? je peux pas te dire le taux de conversion, mais je peux dire combien on gagnait. De manière, il y a eu un avant et un après en fait. Il y a eu pendant le début, on faisait à peu près, on tournait autour des 1000 à 5000 euros par jour. Et à un Par moment, jour? par jour, ouais. Et à un moment, il se passe un truc où ça explose. Et on a fait un pic, je me rappelle du jour où on a fait le pic, on a fait 30 000 euros en un jour, juste avec la pub AdSense. Waouh. On est deux, hein. Incroyable. On est deux kikous de 22 ans. Ils font des blagues sur le nombre de partenaires. Ils font que zéro. On fait des quiz, un peu légers et ça fait ça. Pour répondre aux commentaires qui disaient qu'on faisait des contenus de merde, absolument pas. Absolument pas. Je ne considère pas que c'est des contenus de merde. Je considère que c'est un contenu qui est à la mode et que les gens veulent, parce qu'au final, si c'est de la merde, je ne pense pas que les gens l'utilisent. Donc, quand tu as 11 millions de personnes qui savent précisément qu'ils ne sont pas en train de, sur un site de psychologie pour avoir vraiment des réalités sur leur personnalité, mais qui sont plus sur un site où c'est drôle, où ils peuvent partager du contenu drôle avec leurs amis, Ouais. c'est pas de la merde. Enfin, c'est un contenu léger, divertissement. C'est le concept du divertissement, tu vois. Une émission de divertissement à la télé, ça peut être de la merde pour certains, mais ça peut être juste divertissant pour les personnes qui veulent juste passer un temps sans souci, tu vois. Donc pour moi, c'était ça. C'est un contenu léger, divertissant, drôle. Les gens qui l'utilisent savent on va pas leur régler leurs problèmes. Et voilà, ils veulent juste, ils sont sur un délire, ils veulent juste partager ça avec leurs potes, tu vois. Donc non, pour moi, c'est pas un contenu de merde. Au contraire, quand tu vois un besoin et que tu y réponds, t'es con si tu n'essayes pas de trouver une solution pour le répondre, tu vois. Surtout que tu mens pas, quoi. Ils savent que c'est des conneries, entre guillemets, c'est une blague. Oui, bien sûr. Ça serait justement un test de psychologie qui se fait passer pour des professionnels ou Bien sûr. derrière, il n'y a rien derrière. Ça, on pourrait peut-être appeler ça un contenu de merde. Ouais, donc voilà. En tout, ouais, donc le truc dure à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui se passe, c'est que, et là, c'est une erreur et ça fait 2 fois que je la fais. Ça fait 2 fois que je la fais et là, c'est ma connerie, c'est que je me base sur Facebook. Donc, LikeUp, c'était entièrement sur Facebook et Euroquiz, c'est basé sur Facebook puisque, comme je vous ai expliqué, tu as besoin de te connecter à Facebook pour récupérer les informations. La deuxième erreur, c'est 2 fois que je fais l'erreur, c'est que je me base entièrement sur ça. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, Facebook change son algorithme et décide de supprimer tout ce qui est lien externe en dehors du réseau social parce qu'il ne veut pas que les gens sortent de Facebook, ils veulent qu'ils y restent. Et les tests de HeroQuiz, tu cliquais dessus, ça te redirigeait sur HeroQuiz. Et du coup, tu sortais de Facebook. Et Facebook prend la décision on veut changer notre algorithme, on veut garder les gens sur la plateforme. Le jour où il prend cette décision, c'est genre quasi immédiat du jour au lendemain. On passe de 11 millions de visiteurs par jour à un demi-million, tu vois. Et quand tu as une équipe de 40 personnes, de traducteurs, etc., quand tu fais cette chute-là, tu t'écroules. Tu t'écroules. Ah ouais. Ah, donc vous aviez une équipe on était 40, on est traduit en 40 langues. C'était que des freelances, donc c'est-à-dire il n'y avait pas d'employés, mais c'était genre on avait 40 traducteurs en freelance.
on avait 3 designers en freelance et on avait un stagiaire en rédaction de quiz, tu vois. Donc, non, c'était pas un truc de kikou, tu vois. C'était vraiment, pour nous, on était vraiment en train de construire quelque chose, tu vois. Mais voilà, Facebook change son algorithme, ça disparaît du jour au lendemain. Ouais. Et voilà. Donc 2 fois que Facebook me la met par derrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, donc là, en 1 an et demi, 2 ans, on fait plusieurs millions d'euros quand même. C'est pas mal. Et Ouais, c'est très, 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 très pas mal. ouais. Et on a 20, 2015, ouais, on avait 25 ans, quoi. On a 25 ans Ouais. dans nos chambres. C'est là où l'immobilier, peut-être, tu te dis, pourquoi pas acheter cash des choses, quoi. Bah, c'est pour ça. C'est ça ça revient à notre discussion qu'on a eue il y a 2 semaines. Les 4 appartements locatifs que j'ai achetés cash, c'est parce que voilà, il y avait ça à disposition, tu vois. Ouais. Et juste après, ça se termine. Je commence à je commence à devenir, voilà, je veux passer encore au niveau supérieur, je veux vraiment créer une startup, etc. Je veux lancer une application de rencontre. Je veux lancer une application de rencontre sur mobile, mais basée sur des tests de personnalité. Donc, j'ai l'expérience de HeroQuiz, donc je me suis dit, je veux créer une app de rencontre. À l'époque, c'est Tinder. Tinder fait un carton, tout le monde parle de Tinder, tout le monde a Tinder. Et donc, je veux créer un Tinder, mais au lieu de juste swiper et tu matches si les deux ont swipé, si les deux ont matché, ils répondent à un petit test de personnalité. Et s'ils répondent de la même manière, c'est-à-dire s'ils sont compatibles, genre on pose 2-3 questions, oui, des questions oui, non. Et genre, si la plupart des questions, ils répondent de la même manière, bah, ça veut dire qu'ils sont compatibles. Et donc, le chat s'ouvre entre les deux, tu vois. C'est pas juste… on voulait en fait un peu vers challenger Tinder qui se base entièrement sur le physique, tu vois. Et apporter un peu un petit côté aussi personnalité dans le sens où certes, tu swipes et tu matches sur du physique, mais avant de pouvoir parler, il faut aussi que tu matches un peu de manière personnalité, tu vois. Okay. Et donc, je lance cette appli, mais j'y vais genre à fond, tu vois. Genre, là, il n'y a pas de, on passe pas par du kéké. Je vais voir une agence de développement et de design. Genre là, ça me coûte 100 000 balles à créer le truc. C'est un truc complet. Je m'associe avec un ami. On cherche à lever des fonds. Enfin, je vais à des conférences sur les apps de rencontre à Los Angeles, au Portugal. Enfin, je me lance vraiment dans le truc, tu vois. Et c'est ça qui est, et c'est un échec complet. Enfin, on va aller fast forward. Le truc, c'est un échec complet qui va à l'abandon. J'ai perdu une centaine de milliers d'euros de ma poche dans le truc. Échec, mais total. Échec, donc leçon ou Oui, même pas? toujours. Non, Ouais. toujours, parce que l'échec, c'est toujours difficile, mais c'est toujours. T'apprends toujours quelque chose, tu vois. T'apprends toujours quelque chose. Euh, euh, donc voilà. Échec total, perte d'une grosse somme d'argent investie de ma poche. Euh, donc voilà, on parle toujours des réussites et on highlight toujours les réussites, mais jamais, enfin, moins les échecs. Mais effectivement, c'est un lourd échec, cette appli qui s'appelait MeToo d'ailleurs. D'ailleurs, même Me le too. nom, bah oui, mais même le nom, mais qui n'existait pas. Enfin, le concept, la mode des MeToo, du MeToo n'existait pas, tu vois. Mais c'est le truc qui a enterré le truc. Enfin, genre, je m'appelais MeToo, mais Meet, tu vois, genre rencontrer et tout, genre 2 personnes. Donc, tu vois, il y avait ce jeu de mots intéressant, tu vois. Et là, tu as la mode du MeToo qui arrive. L'app est associée à un nom, associé à un truc complètement à côté de la plaque. Et donc, ça enterre le truc et voilà. Et après ça, j'arrête le business en ligne pour quelques temps. Je commence à faire du consulting. Je me dis, écoute, j'ai un peu d'expérience. J'ai envie de faire des missions et du coup, ça me pousse à bosser pour Disney. Puis à Dubaï, ça me fait venir à Dubaï pour Dubai Holding, que Juan doit connaître. C'est un gros promoteur immobilier ici. Voilà. Et l'année dernière, j'ai commencé entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. J'ai la fibre qui commence à me démanger et je me dis non, je peux pas continuer à bosser pour les gens comme ça. C'est bien payé, mais il faut que je fasse un truc pour moi aussi. Et là, je relance ma chaîne YouTube.
On Et relance? en fait, j'avais lancé ça il y a 1 an, enfin non, il y a 2 ans, où je voulais faire une chaîne sur le dropshipping, vu que j'avais cette expérience du dropshipping, etc. Je fais 2-3 vidéos, ça me plaît pas. J'aime pas l'ambiance qu'il y a sur le dropshipping, trop vendeur de formation, trop. Oui. J'aime pas, l'industrie du dropshipping sur YouTube, j'aime pas du tout. Du coup, je fais 2-3 vidéos, ça me plaît pas trop. Du coup, j'arrête, je laisse tomber la chaîne YouTube et je reviens 1 an après avec ma première vidéo sur l'investissement, où là, j'avais fait de l'immobilier, où là, j'avais fait de la bourse. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas mal ça, en fait. Et viens, j'en parle, un peu comme ce qui s'est passé avec Mathieu, je pense. Et là, je lance le truc et on en est là où on en est aujourd'hui, tu vois. Et le business YouTube, bah, écoutez, ça se passe super bien. Euh, euh, ça m'a repoussé à repenser aussi startup, vu que j'ai créé le projet Morning. Mathieu, tu l'avais déjà vu, tu m'en avais Ouais, parlé. ouais, Morning, ouais. Et Morning, en fait, c'est un site d'analyse financière et de suivi de portefeuille boursier, en fait. Mais super moderne, et dans le sens où historiquement, tu as des acteurs comme tu as des sites comme Zone Bourse et Boursorama et plein BFM Business, etc., sur de l'analyse boursière. Euh, c'est des sites très old school qui ont énormément d'informations, qui sont de très bonne qualité, mais qui sont vraiment old school. C'est vraiment de la manière comme les courtiers style Interactive Brokers, les courtiers Links et tout ça, qui ont Ouais, vraiment ouais. des interfaces old school avec plein de trucs incompréhensibles. Et Morning, en fait, est la petite révolution qui arrive dans ce domaine, de la même manière que les courtiers comme Trade Republic ou Trading 212 ou à la limite des Giro arrivent à faire une révolution dans le secteur des courtiers en étant des néo-courtiers avec des interfaces beaucoup plus 21e siècle, on va dire, et qui s'adressent à notre génération, en fait, à la génération des millennials et de la génération Z. Et donc voilà, donc, je reviens avec ce petit projet entrepreneurial startup qui s'appelle Morning. Euh, parce que ça me plaît en fait de créer des projets. J'ai toujours été dans une optique de créer des trucs qui apportent de la valeur, mais genre qui peuvent devenir des business, tu vois, plutôt juste qu'être sur une stratégie de contenu. Ouais. Et donc voilà. Et au moins, là, c'est à toi, c'est pas basé sur Facebook. Moi, ça. Morning, a priori, ça va pas faire un hashtag sur Twitter et Ouais, à côté de la plaque. ouais. Ouais. Quoique. Quoique, En anglais, morning, c'est ça veut dire quoi? pas gémir. Gémir, ça veut dire? Gémir, ouais. Ok. Donc, ça va être, je sais pas comment ça on va le faire pour marketer ça dans le marché anglo-saxon, mais on verra bien, on verra bien. Mais ouais, donc c'est un site d'analyse boursière, de suivi de portefeuille aussi, où en gros, pour l'instant, tu n'as pas forcément beaucoup d'alternatives sur si tu as un portefeuille ou quoi et que tu veux suivre combien tu gagnes, la performance, la diversification, etc. Tu n'as pas forcément ça sur les courtiers. Et les sites qui existent sont aussi un peu old school, et du coup, on a voulu un peu faire un coup de peinture et apporter ça dessus. Donc voilà. Donc voilà un peu En l'état plus, du on parle sur business. YouTube quoi, de ton site, donc ça te permet un peu de faire le lien entre les deux. Yes, bah en fait, ce qui est bien, c'est que sur YouTube, je me crée une audience autour de concepts où j'apporte des informations, etc. Et j'ai créé Morning, mais en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai créé Morning à la base pour moi. C'est-à-dire que c'est pas juste je veux créer un produit pour vendre ou pour le refourguer à quelqu'un. C'est vraiment genre j'ai un problème moi personnellement où j'arrive pas à suivre l'information financière de manière simple, où j'arrive pas à suivre mes investissements. Donc, à la base, Monix, c'est un outil que j'ai fait pour suivre mes propres investissements. Et parce que je me suis rendu compte que non, en fait, c'est super cool. Viens, je publie ça de manière publique, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est les meilleures idées, en fait, c'est les meilleurs business quand tu crées un truc où tu réponds d'abord à un problème que tu as toi, parce qu'il n'y a pas mieux que toi qui connais en fait ce problème à partir du moment où tu l'as toi vécu en fait. Et c'est les meilleures idées. C'est les meilleures idées. Et tu crées un truc qui répond à ton propre problème. Et si tu vois que ça marche et que vraiment ça répond à ton problème, boum, tu rends public et tu peux rentabiliser ça, mais immédiatement. Tu vois, si tu réponds à un vrai problème, les gens ils sont prêts à payer pour résoudre un problème qu'ils ont. Tu vois.
Et encore, Monix, il y a une version gratuite et une version pro, mais voilà. Donc voilà, un peu mes leçons et mes expériences. Tu vois. Vous avez kiffé l'histoire de Seb, mettez un gros like sur la vidéo. Faut qu'on atteigne au moins les 120 likes aujourd'hui, 120 likes minimum.